Bonjour à tous, je pense que vous avez vu l'actualité de ce week-end et l'annonce de l'US Air Force de l'armée de l'air américaine qui veut qu'en juillet 2021, un pilote de chasse de l'armée américaine dans son avion, sûrement un F-35, fasse un dogfight, un combat aérien rapproché avec un aéronef non encore spécifié, piloté par de l'intelligence artificielle. Donc en juillet 2021, on devrait voir le premier vrai combat en l'air entre un pilote de chasse et un drone. Si vous voulez avoir mon petit point de vue autour de trois thématiques, la première qui est la prise de contact visuel, la deuxième qui est les règles d'engagement et la troisième qui est l'effet falaise, la dégradation suite à une perte d'automatisme dans les avions modernes. N'hésitez pas à vous inscrire, mettre un pouce en haut, en bas, ça aide la chaîne et jingle. J'ai décidé d'articuler ces petites réactions à l'actualité autour de 3 points. Le tally. Le tally, c'est la prise de visuel d'un adversaire. Pourquoi je vous parle de ça? Imaginez, vous avez deux aéronefs, par exemple un Rafale, si présent, et un F5, ou MiG-28 dans Top Gun. Les deux aéronefs à vue, within visual range, à l'intérieur de la portée visuelle, là où se font les dogfights. On a deux types de combats, le within visual range à vue et le BVR, Beyond Visual Range, au-delà de la portée visuelle, qui sont deux choses très différentes. Au-delà de la portée visuelle, vous allez principalement vous battre grâce à votre radar. Maintenant, on a des antennes actives extrêmement puissantes, grâce à vos détecteurs de guerre électronique, grâce à la liaison 16, une liaison de données qui peut vous remonter des informations grâce à un avion radar, des stations sol ou d'autres aéronefs, ou encore des informations infrarouges grâce à vos missiles infrarouges. Donc on a une multitude de senseurs, même sur Rafale on a ce qu'on appelle l'OSF, une sorte de super caméra qui permet de voir les avions à vue. Donc en BVR, à longue distance, on peut utiliser tout ça. À courte distance, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que chacun de ces senseurs, chacun de ces capteurs a une sphère dans laquelle on peut l'utiliser. Par exemple, le radar. Mon radar, c'est comme une maglite. Vous prenez une maglite, elle va éclairer là où vous regardez. Je ne peux pas voir derrière moi avec mon radar. Par contre, j'ai une couverture à 360 degrés avec ma guerre électronique. Mais si l'adversaire n'émet aucun rayonnement électromagnétique ou laser, eh bien, ma gestion passive d'informations EM, d'informations guerre électronique me sert à rien. Pour ce qui est de l'infrarouge, c'est monté au niveau des missiles, c'est pareil, il y a une certaine bulle de surveillance. Si j'ai un avion pile poil derrière moi, je n'ai aucun moyen à l'heure actuelle, avec un Rafale par exemple, de le détecter. Pourquoi je vous parle de ça? On dit en combat aérien à vue que si vous perdez de vue l'adversaire, lose sight, tu perds de vue l'adversaire, tu lose the fight, tu perds le combat. Pourquoi? Parce que vous arrêtez de bouger votre avion de la manière la plus performante possible et là l'adversaire va pouvoir en profiter, se glisser derrière vous et vous abattre. En combat aérien à vue, ce qu'ils donnent l'impression de vouloir faire en juillet 2021, il va falloir être capable de garder à tout instant le visuel de l'adversaire, savoir exactement où il est pour pouvoir bien manœuvrer son avion ou son drone face à l'adversaire. Et là, forcément, moi, la première question qui me vient, c'est comment est-ce que le drone, dans un environnement qui va bouger beaucoup, et peut-être aura peut-être des nuages, des choses comme ça, même si d'habitude, temps de paix, on ne se bat pas dans les nuages, hein, temps de guerre, nuage, pas nuage, on a le droit de les utiliser pour se cacher. Comment est-ce que le drone va faire pour garder de manière permanente une bonne représentation de l'environnement autour de lui, une bonne représentation de la position exacte de l'adversaire, sachant que l'adversaire pourrait très bien couper son radar ou ses sources d'émissions électromagnétiques, puisque lui peut manœuvrer à vue, c'est un pilote de chasse, et on le faisait en Rafale. Des fois on va couper notre radar, on va être plus discret d'un point de vue guerre électronique pour justement surprendre l'adversaire. Donc mon premier point, c'est comment est-ce que le drone va pouvoir garder la SA, Situation Awareness, comme on dit, désolé, dans l'aviation on utilise beaucoup d'anglicisme, comment est-ce que le drone va pouvoir à courte distance, alors qu'ils sont tous les deux en l'air, que c'est pas simulé par un ordinateur qui sait où se trouvent les deux aéronefs, comment va-t-il faire pour garder de manière permanente la représentation mentale de où se trouve le chasseur réel, parce que s'il le perd pendant 5 à 6 secondes, vous êtes sûr que le chasseur va pouvoir manœuvrer, va en profiter pour manœuvrer et se mettre dans une bonne position. Donc ça, c'est le point numéro 1. Je n'ai pas la réponse, j'ai hâte de voir comment ils vont répondre à ça, mais c'est le point le plus important. Vous allez peut-être me dire, le F-35 a des capteurs visuels, tout ça, plein de choses. La nouvelle technologie permet ça, ok, mais réfléchissez à de nuit, réfléchissez avec des nuages, réfléchissez avec du relief. L'aviation, c'est pas juste se battre dans des conditions optimales. L'aviation de guerre, ça va devoir prendre en compte toutes ces choses-là. Donc ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, ROEs, Rules of Engagement, les règles d'engagement
On n'attaque pas un adversaire comme ça n'importe comment. Et à l'heure actuelle, dans les conflits actuels, vous pouvez vous attendre à devoir intercepter visuellement quelqu'un pour essayer de savoir ce qu'il vous veut. Typiquement, imaginez, j'ai cet avion qui est en train de se rapprocher du porte-avions Harry S. Truman. On m'envoie faire une interception. Je vais me rapprocher en essayant de rester au-delà de son volume d'armes. Et je vais me rapprocher et en gros, je vais lui dire, parce qu'on n'est pas encore en guerre complète contre ce pays-là, qu'est-ce que tu fais, tout ça, voir s'il a de l'armement, pas de l'armement, et penser au chevalier du ciel. Quand il y a l'interception, on va dire la partie tactique commence au moment où le pilote intercepté fait un doigt d'honneur aux intercepteurs et là décide de partir de manière agressive. Comment est-ce que le drone va pouvoir détecter éventuellement un geste d'un pilote, penser à interception d'un avion de ligne pris en otage, donc comment est-ce qu'il va faire pour voir ce qui se passe, donc vous allez me dire des caméras, tout ça, ok très bien, mais l'être humain a cette capacité à appréhender une situation, non pas de manière micro, comme un drone au fond d'une paille, en voyant une toute petite zone de combat, mais de manière macro, en voyant l'environnement, ce qui se passe, peut-être d'autres événements. Donc ça, ce que je veux insister, c'est que la mise en œuvre d'armement est extrêmement complexe, elle est laissée à un certain juger. Pourquoi? À l'heure actuelle, regardez ce qui se passe avec les bateaux en mer Noire par exemple, ou en Méditerranée, où il y a des survols très agressifs de la part d'avions de chasse russes ou des interceptions très agressives, on le voit dans la presse quasiment tous les mois, d'avions de chasse russes qui viennent intercepter par exemple un avion de patrouille maritime américain et qui passent juste devant ou qui font des survols basse altitude de navires de guerre. Ça clairement, si on devait donner des consignes d'agressivité dans un algorithme, ça rendrait à 300% comme un acte hostile. Et donc, si c'était géré par l'informatique, il y a de grandes chances que l'ordinateur qui protège la frégate ou l'avion décide d'ouvrir le feu. L'être humain, lui, se dit non, non, je ne veux pas. Donc, à quel niveau est-ce qu'on va pouvoir mettre l'humain dans cette prise de décision du tu ouvres le feu, tu ouvres pas le feu? Et vous allez me dire, on va faire ça à distance. On va donner l'ordre d'ouverture de feu ou pas à un pilote à distance qui, lui, sera derrière un écran. Mais ce pilote à distance derrière l'écran devra se faire une représentation mentale de ce qui se passe dans la vraie vie au travers de capteurs. Et là, on dégrade la qualité de l'information. Pourquoi? Parce qu'on rajoute des filtres supplémentaires. Et forcément, eh bien, quand vous n'êtes pas directement dans l'avion à côté, dans le cockpit à côté, et que vous êtes à quelques milliers de kilomètres avec un petit délai, que vous sortez du subway, hein, il y a des subways sur les bases US, que vous n'avez pas forcément bien compris ce qui se passe, on vous met là pour votre tour, tout ça, ça peut engendrer des problèmes. Je ne dis pas que c'est un no-go, je ne dis pas que c'est un showstopper, comme on dit dans l'aérien, mais je dis que c'est des choses à prendre en compte. Donc d'un point de vue règle d'engagement, l'AI, je pense, très facile en temps de guerre complète, beaucoup plus compliqué en temps de crise où il faut justement que parfois ce soit le pilote qui prenne sur lui pour éviter une escalade de la violence, pour éviter une escalade du conflit armé. Donc ça, c'était le deuxième point. Le premier, c'était le visuel. Le deuxième point, les règles d'engagement. Le troisième point, c'est au niveau des dommages. Pourquoi je vous parle des dommages? Parce que en combat aérien, il peut se passer plein de choses. Vous pouvez être touché, par exemple, par un obus qui ne va pas vous détruire. Si vous utilisez un drone qui est 100% électronique, dans quelle mesure est-ce qu'il va pouvoir continuer à se battre ou continuer à pouvoir être une menace pour un adversaire potentiel alors qu'il a été blessé? Ce qu'on appelle dans l'aérien, d'un point de vue tactique, le wounded bird, l'oiseau blessé. Si par exemple vous avez été touché ou autre, que vous êtes pilote de votre avion, que vous avez peut-être une panne hydraulique ou certains soucis, fonction des systèmes qui vous restent, vous pouvez toujours avoir une utilité tactique. Typiquement, je vous parlais de la liaison 16 juste avant, j'ai un avion dans ma patrouille qui est touché, il va peut-être commencer à retourner vers la base, mais de temps en temps, je vais peut-être lui demander de faire demi-tour et d'éclairer radar le champ de bataille de manière à ce qu'il puisse, via la liaison 16, nous transmettre des données qui nous permettra, nous, peut-être d'éteindre notre radar. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est le pourcentage d'incapacitation tactique d'un drone de combat RR suite à une blessure au combat? Est-ce que l'humain ne sera pas plus flexible pour justement savoir rebondir? Est-ce que la machine sera peut-être plus efficace? Je ne sais pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ces trois piliers-là, le visuel, les règles d'engagement et quel impact est-ce que le combattant, est-ce que l'intelligence artificielle aura en cas de blessure au combat. J'ai pas les réponses malheureusement, j'ai hâte de voir ce combat en juillet 2021. Ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point les Américains sont souvent très ouverts sur leurs recherches. Regardez, on a beaucoup moins d'informations par exemple dans des pays d'Asie ou autres. C'est dû à une multitude de raisons, notamment culturelles. Et les Américains sont souvent très transparents sur ce genre de recherche. Si vous regardez un petit peu plus en arrière, en 2016, ils ont mis un colonel à la retraite qui s'est battu dans un simulateur de vol contre l'intelligence artificielle.
et le résultat a été une grosse victoire pour l'intelligence artificielle face aux pilotes de chasse. Je ne suis pas vraiment étonné, pourquoi? Parce que si vous partez dans quelque chose de parfaitement cadré, je ne vois pas comment un pilote va pouvoir se battre face à une intelligence vraiment très haut de gamme artificielle. Regardez les jeux d'échecs, moi je pars du principe que s'ils arrivent à battre des spécialistes mondiaux du jeu d'échecs, il y a de grandes chances qu'ils arrivent à battre un pilote de chasse. Mais encore une fois, comme j'essaie de vous l'expliquer dans mes autres vidéos, la vérité du combat, ce n'est pas ça. Il va toujours y avoir des cas auxquels on n'a pas forcément réfléchi. Et ce qui nous intéresse, nous, en tant que combattants, c'est quoi? C'est que la mission soit toujours bien réalisée. À partir de là, on veut des process robustes, donc c'est que le début. Mais je pense que c'est des axes très intéressants. Ce qui est probable, c'est qu'on essaye à terme d'utiliser l'intelligence artificielle pour aider les pilotes à prendre des décisions. Mais là, à quelle mesure le pilote fait, à quelle mesure il fait confiance en la machine, ça amène à un autre problème qui est celui de la résistance physique. Je fais une vidéo sur la centrifugeuse. Si vous mettez un Rafale avec un pilote dedans, on va se limiter à Angers. Maintenant, imaginez, on peut construire un drone de combat. Et bien, ce drone de combat, il pourra peut-être prendre 20, 30 G. À partir de là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment où on va se retrouver à croiser l'adversaire, eh bien, il y en a un qui va pouvoir tourner de manière très forte, un peu comme un missile. Les missiles peuvent prendre du 20G sans souci, 30G. Il va pouvoir tourner très fort et ouvrir le feu si besoin, alors que nous, à cause de notre limite d'être humain, on va devoir faire des rayons de virage qui sont plus grands. Donc je trouve que c'est assez passionnant. Après, on pourra en parler pendant des heures. On n'a pas les billes à l'heure actuelle. Donc moi, si j'étais vous, j'attendrais plus d'informations du côté de la prise d'acquisition, de la situation awareness, de comment faire pour savoir l'information en combat. Et gardez toujours à l'esprit que le combat, à l'heure actuelle, regardez les théâtres d'opération, c'est des escarmouches, c'est des je t'intercepte, mais oui, non, je te fais un peu peur, mais pas trop quand même. À votre avis, comment est-ce qu'on fait pour programmer intelligemment une machine dans ce cas-là? Je n'ai pas la réponse. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la mettre, mais je suis pas sûr que vous ayez le droit en commentaire. Et pensez, avion blessé, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il peut toujours être utilisé? À quel point est-ce que ma machine est résiliente d'une certaine manière? Excellente journée à vous et j'espère que ça vous a permis de prendre un petit peu de recul par rapport à cette information qui est sortie ce week-end. Fly safe.